dans ce domaine-là... D'une révolution, je suis un peu... D'un effondrement, excessif. oui. Mais d'un effondrement. Ah bah oui, clairement. Vous avez quand même pas la naïveté de croire que tout ça va bien finir. Je vous pose la question. Non, mais moi, j'ai bien compris, vous me posiez la question, je vous fais la réponse. Oui. Personne ne peut croire, regardez-moi bien, personne ne peut croire que ceci va finir autrement que par un désastre. Qu'est-ce qui se passe en Espagne, s'il vous plaît? Après tous les efforts qu'ils ont faits, alors qu'ils sont en train de vendre jusqu'à la télévision publique, non, ça c'est au Portugal, pardon, hein, alors, ils ont baissé de quoi? Ils sont passés de 9% de déficit par rapport au PIB à 8,5%. Donc tout ça n'a servi à rien. La Grèce vient de se prendre son 9e plan d'austérité, le PIB a diminué de 20%. Entendez-vous dire que quelque chose va mieux en Grèce? Non. Et les méthodes, les soi-disant méthodes vertueuses, normalement, quand on est bien, on a fait 3% de déficit, de son budget par rapport à la richesse du pays, 60% de dette, tout va bien. Normalement, on devrait avoir un prix, non? Je sais pas, moi, un gâteau au chocolat à la sortie, du mieux. Regardez la Slovénie, elle est bien membre de l'Union, celle-ci. Eh bien, la Slovénie, elle fait 3%. Elle fait 3% parce que, pardonnez-moi, mais le coût du travail en Slovénie n'est pas le même qu'en France. En effet, mais terminons, Jean-Luc Mélenchon. Terminons. Pour fabriquer une voiture en Slovénie, ça coûte beaucoup moins cher que pour fabriquer une voiture en France. Tout le monde entend bien ce que dit M. Bourdin, car ça va appuyer ma démonstration. Alors, donc ces gens qui maltraitent les travailleurs, qui ne font que 3% et qui n'ont que 60% de dette par rapport au PIB, eh bien ces gens, ils empruntent à combien, cher ami? À 6%, c'est-à-dire comme un pays endetté qui paie bien ses travailleurs. Ce qui prouve que cette médecine ne donne strictement rien. Et qui a fait la démonstration? Bourdin, pas Mélenchon. Bien, Mélenchon, parlez-moi des pigeons, ces fameux pigeons. Vous avez entendu parler de ça? Les pigeons, c'est nous, on s'est bien fait avoir. Hein. Oui, mais... c'est-à-dire... Ah ben clairement, c'est une opération bien montée par des gens qui ont beaucoup d'argent et qui ont commencé... Le premier qui lance l'affaire, il est même pas en France, il n'est pas taxé en France. Bon, et il s'en est mis plein les poches. Et il s'est bien moqué du gouvernement, lequel gouvernement est rempli de naïfs, qui pensent qu'en abaissant la conflictualité, c'est-à-dire en refusant tous les chocs, hein, il va passer entre les gouttes et que les gens vont lui dire merci. Est-il normal, quand on a créé une entreprise, qu'on a créé de la richesse, qu'on a... Monsieur Bourdin. Mais non, mais je vous fais pas pleurer, qu'on a créé de l'emploi, est-il normal d'être imposé comme sur le barème de l'impôt sur le revenu, mais ce n'est quand on cède son entreprise, quand on la vend? Mais attendez, alors il y a un revenu ou pas? Non, pourquoi vous, moi, on a une paye, on essaye de remplir notre feuille d'impôt correctement, on a peur, on transpire... on la remplit, on paye nos impôts. Et on paye nos impôts. Bon, et pourquoi ça serait pas vrai pour tout le monde? Mais d'ailleurs... attendez, un revenu, c'est un revenu ou pas? Un député européen paie des impôts comme un député français? Qu'est-ce que vous avez? On est prélevé à la source, comme ça le problème est réglé. Hein. Bon. Non, mais attendez... Vous êtes favorable au prélèvement à la source en France? Moi, je trouve ça plutôt bien, hein. Je trouve ça bien, comme ça on est tranquille. Mais attendez, j'ai pas... Puisque vous êtes sur l'impôt, je vous signale que pendant la campagne, j'ai proposé quelque chose qui est une déduction de ce que nous faisons, nous, les députés européens. Comment on fait? Là-bas, on nous taxe à la source, et puis on transmet nos renseignements au fisc français. Le fisc français regarde ce qu'on a payé, ce qu'on aurait dû payer en France, et si jamais on aurait dû payer davantage en France, quick, on paye. Normal, je trouve ça normal, la différence. J'avais proposé qu'on fasse ça pour tous les Français, où qu'ils soient dans le monde, ce que pratiquent les États-Unis d'Amérique. Monsieur Copé m'a explosé de rire au nez en disant « Ah, voilà Mélenchon qui propose les méthodes des Américains, on aura tout vu. » Et quelque temps après, Monsieur Sarkozy fait la même proposition à la télévision. Vous vous en rappelez? Donc la taxation différentielle, je propose qu'elle s'applique. Tous les Français payent de la même manière l'impôt, voilà. Donc c'est vrai pour tout revenu, pour tous les revenus. Vous n'auriez pas cédé aux pigeons? Oh, certainement pas. J'aurais regardé, honnêtement, mais honnêtement, c'est quand même au service de faire ça, non? Vous trouvez pas ça un peu bizarre? Cette espèce de truc sur un coin de bar, devant la France entière, on est en train de calculer si monsieur Ratapoil a payé trop, madame Machin a payé pas assez. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Il y a des services de l'État ou pas? Donc, quand on prend une mesure budgétaire, qu'on prend une mesure sur l'impôt, j'imagine qu'avant, on a réfléchi à ce qu'on est en train de faire. On n'attend pas après pour regarder. Est-ce que le rapport gallois, selon vous, est déjà enterré? Écoutez, on va d'abord commencer par savoir ce qu'il y a dedans, parce que dans ce pays, maintenant, on discute des rapports avant qu'ils soient publiés. Ça, c'est pas faux, mais si l'histoire, ça revient toujours à la même histoire, c'est-à-dire le prix du travail est excessif, etc. Il faut arrêter avec ça, mes amis. Vous êtes devenus fous. Vous n'arriverez jamais à produire au niveau de salaire ouvrier auquel produisent des Indiens ou des Chinois. Aujourd'hui, les Chinois, ça durera pas aussi longtemps que les impôts. Une chance pour l'humanité, le développement de la Chine, vous avez écrit. Ah bah oui, bien sûr.
Ben bien sûr, plus ils se développent, plus ils vont augmenter les salaires. Plus ils augmentent les salaires, plus évidemment l'écart se réduit entre nous. Deuxièmement, ils sont 1,4 milliard. Ils se comportent de plus en plus d'une manière responsable, mais ça laisse beaucoup à désirer, sur le plan environnemental. Donc bien sûr que c'est une chance pour l'humanité. Vous n'allez quand même pas considérer qu'1,4 milliard de personnes dans la misère, ça serait une chance pour l'humanité. Non, c'est bien comme ça. Mais il faut discuter avec eux. Il faut traiter avec eux d'égal à égal. Et il faut protéger l'Europe. Donc, il ne faut pas faire ce que fait François Hollande, qui a accepté de signer au G20 et partout où il est passé, des textes dans lesquels on dit que le protectionnisme, c'est là. Mais moi, j'avais pas d'illusion, donc je ne suis pas déçu. Je marche au rythme auquel mes compatriotes prennent conscience du fait qu'il y a deux orientations possibles à gauche. On m'a beaucoup caricaturé, on s'est beaucoup moqué de moi, mais qui est-ce qui avait raison sur la Grèce, l'Espagne et le reste? C'est moi. Qui avait raison sur le fait que la politique d'austérité nous menait à une catastrophe? C'est encore moi. À moins qu'on considère que c'est pas une catastrophe de voir l'Espagne avec un mouvement comme celui qui se déroule en Catalogne. Sauvé, si la croissance revient, vous mangerez votre chapeau? Bien sûr, volontiers et avec appétit, parce que je ne me réjouis pas du malheur de mes semblables. Bien. Mais monsieur Bourdin, à l'inverse, c'est vous qui mangerez le vôtre, pas vous. Pas moi, spécialement, non, moi, mais tous ceux que vous avez fait défiler ici, et qui sont venus prendre avec des grands airs supérieurs, eux connaissaient tout, savaient tout mieux que tout le monde, et en attendant, c'est eux qui ont emmené l'Europe au désastre. Alors Jean-Luc Mélenchon, deux choses. Sur le droit de vote des étrangers aux élections locales, vous avez vu que le gouvernement nous dit que ça ne sera pas possible pour les municipales de 2014. Oui, mais peut-être changer d'avis après-demain, et puis il dira encore autre chose dans 4 jours. Donc ne vous alarmez pas, monsieur Bourdin, ça n'a pas d'importance. Bon. Ce qu'on sait, c'est que... Beaumont, dites-moi, on va peut-être revoter à Hénin-Beaumont, le Conseil constitutionnel, saisi d'un recours par Marine Le Pen sur les législatives d'Hénin-Beaumont, décision fin novembre. Il y aurait eu peut-être tricherie? Vous pensez que ça pourrait, je dis bien ça pourrait rester en conditionnel, mais c'est possible ça? Je suis content que vous posiez la question comme ça, parce que beaucoup de gens m'interrogent, est-ce que vous allez retourner ou pas? M'attendez, c'est pas le problème. La question c'est de savoir pourquoi il y aurait... Qui aurait triché apparemment le candidat socialiste aurait, je dis. Oui, non, mais c'est du conditionnel. En tout cas, commençons par dire, premièrement, on dit que quelqu'un aurait triché, deuxièmement, c'est pas moi. Hein. Et troisièmement, c'est pas Marine Le Pen. Puisqu'elle a perdu, donc c'est pas elle, c'est pas moi non plus, puisque moi j'ai été éliminé au premier tour. Bon, voilà, donc déjà, nous on est hors de cause. Mais alors, inutile de vous dire que, après tous les numéros que j'ai vus sur place, le mal que se sont donnés les socialistes contre moi, les dirigeants socialistes, parce que localement, les socialistes du coin, ils étaient tout à fait gentils avec moi. Et bien alors, franchement, ça va être... Vous avez des doutes, vous aviez des doutes, sincèrement, soyons honnêtes. C'est pas bien si je fais ça, monsieur Bourdin. J'abuse de la situation. Non, vous n'abusez pas de la situation. Là, je vous pose une question publique droit dans les yeux. Est-ce que vous aviez des doutes? Est-ce que vous aviez des doutes? Je trouvais étrange qu'on mette autant de temps à trouver les. Donc vous aviez des doutes? Non, je peux pas dire ça comme ça, monsieur Bourdin, parce que c'est pas bien. C'est trop facile pour quelqu'un qui a été éliminé, on va dire. Écoutez, monsieur Bourdin, je n'ai rien dit. Vous aimez parler vrai, Jean-Luc Mélenchon. Oui, vous aviez des doutes? Je trouvais l'ambiance pourrie, si c'est ça que vous voulez me faire dire, pourrie de A jusqu'à Z. Pendant tout le temps où j'ai été là-bas, ça a été une pluie. D'abord, tout le monde m'a tapé dessus, les éditorialistes bien pensants, parce que comme les faire... Au début, ils ont dit, Mélenchon, formidable, il a du courage. Puis après, ils ont dit, oh là là, il risque de gagner, surtout n'allons pas lui cirer les pompes. Donc, ils m'ont tapé dessus. On a eu des sondages, dont vous vous rappelez peut-être, qui donnaient le socialiste gagnant à 57 contre 43, sauf si c'était ce pauvre Mélenchon, là, c'était beaucoup plus serré. Résultat, Madame Le Pen n'a perdu qu'avec 100 voix, et le pays, la gauche officielle, la gauche, l'officialisme, le gouvernement, continue à vivre dans les illusions en oubliant que non seulement cette élection, mais l'élection de M. Sarkozy, c'est-à-dire la défaite de M. Sarkozy, n'a été acquise que de très peu. Il a perdu à 48,5. Donc ça veut dire que dans le pays, il y a une grande expectative entre droite et gauche, et que la gauche actuelle, la gauche officialiste, la gauche du gouvernement, est en train de gâcher les chances de la gauche. C'est pourquoi c'est si important qu'il existe une voie alternative. S'il y a eu triche, Marine Le Pen a un boulevard. Qu'est-ce que vous avez déclaré? Oui, qu'est-ce que je vous dis? Elle a un boulevard. On va pas dire le contraire. Vous y retournerez ou pas? Moi, je suis toujours prêt à servir. Je ne suis pas allé là-bas pour ma gloire, parce que ma gloire est suffisante comme ça. Alors vous y retournerez? Si les camarades pensent que c'est utile que j'y sois, j'irai. Je ne me défilerai jamais. Et je n'irai pas dans une élection gagnée d'avance, comme vous le savez. Ni cette fois-ci, ni la précédente, n'est-ce pas? Parce que moi, j'y suis allé. J'ai gagné 1000 voix en 3 semaines. Et moi, je me suis battu loyalement, courageusement, et en regardant les gens en face, et sans avoir besoin d'adjuvants. Merci, merci Jean-Luc Mélenchon, 8h55. Vous savez qu'une nouvelle fois, nous avons été sournoisement trompés.
puisque l'auteur du prétendu pacte de croissance, qui paraît-il modifie fondamentalement la nature d'un traité dont il veut bien reconnaître qu'il n'a changé ni une ligne, ni une virgule, ni un mot, contrairement à ce qu'il avait dit, nous a inventé un pacte de croissance à 120 milliards dont il se gargarise, qui, bien qu'il ne comporte que 60 milliards déjà existants dans le budget européen et que le reste sera trouvé par la voie de l'emprunt au tarif que vous connaissez et qui profite aux banques. On en était à 120 milliards et vous n'avez pas fait attention à une information, c'est la dernière réunion sur le budget européen. Vous n'y avez pas fait attention, vous avez retenu ce qu'on vous a dit. Hein, dans les médias libres et indépendants. Il y a une compétition, ils ne se sont pas mis d'accord. Chacun veut retirer le tapis de son côté. Vous avez compris les gogoles? Hein, c'est une bataille, quoi. Hein, vous avez compris? Comme vous êtes bêtes, c'est pas la peine de vous en dire plus. Ils se battent. Oh là 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 là, ils se battent. Et au passage, vous ne voyez pas l'essentiel. Ils veulent tous réduire le budget européen. Donc, dans une politique de récession, alors que tous les États sont en train de réduire leur budget, ils réduisent aussi l'intervention européenne, qui pour l'essentiel est sur des secteurs comme l'agriculture ou les fonds structurels, dans les régions qui ont le plus besoin de développement. Et dans ce cœur des réducteurs, vous avez naturellement le grand réducteur anglais qui raconte n'importe quoi. Il veut qu'on enlève 200 milliards. 200 milliards, c'est trop. 100 milliards, dit l'autre. Ah, il est plus sympa. Et comme ça, on oublie le dernier qui est arrivé avec sa petite valise. Il dit non, non, moi seulement 75 milliards. Moins 75 milliards, c'est la proposition de la France pour le budget européen. Quelqu'un qui se vante d'avoir rajouté 120 milliards, dont 60 existaient déjà, se propose de retirer 75 milliards. Si on compte pas trop mal, ça veut dire que c'est moins 15 milliards par rapport à avant le pacte de croissance. Ça, c'est un pacte de croissance. Où c'est marqué, ça? Nulle part. Vous méritiez quand même d'en être informé. Et ainsi vont les choses. Que croyez-vous qu'il se passe? Pourquoi je fais ce détour? Parce que quelqu'un, tout à l'heure, dans son rêve, imaginait 2017. Et on me félicitait de mon résultat en 2017. Je n'ai pas bien compris si c'était un rêve ou un cauchemar, que ce qu'on m'annonçait. Mais ce que je sais, c'est que, bien sûr, comme républicains, comme démocrates, nous inscrivons dans un cycle politique. 2017 est dans le cycle. Mais personne ne vous dit que tout ça va tenir jusqu'à 2017, les amis. Il faudrait quand même atterrir dans le réel. Mais ce n'est pas qu'une affaire française, ce n'est pas que de savoir si on est tellement bête qu'on va rester comme ça, les deux pieds dans le même sabot, à subir jusqu'à 2017. C'est que la Grèce peut craquer, mes amis. Le choc viendra de l'extérieur. Nous avons 3 banques prises jusque-là dans la dette grecque. Les Espagnols peuvent craquer, les Portugais, parce que vous le savez tous, comme moi. La Grèce ne paiera pas. L'Espagne non plus. Personne ne paiera. À quand est-ce que ça va se produire? On ne sait pas. Et comment ça va se produire? On ne sait pas non plus. Mais eux, ils déploient des trésors d'imagination. Le dernier pan pour la Grèce, ils ont réussi à trouver. Passe-moi le sel, je te passe le poivre, etc. Toc, 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 toc. Moins 40 milliards. Vous voyez? Quand il faut, hein, quand ils ont bien la trouille, ils trouvent le moyen d'effacer des sommes. Eh bien, ils vont encore trouver. Parce que où ils trouvent, où ça tombera tout seul. Comme en Argentine, le système se bloque. C'est ça les révolutions citoyennes. Ce n'est pas l'exécution d'un programme idéologique. Les gens ne sortent pas dans la rue avec un document disant nous voulons appliquer ça. Ils disent mais comment ça se fait? Il n'y a plus de train, il n'y a plus d'avion. Pourquoi on ne peut plus se soigner? Comment ça se fait qu'il n'y a pas d'instit dans la salle pour mon gosse? Qu'est-ce que c'est cette histoire?